Moi, c'est Alex. Moi, c'est Geneviève. Bienvenue aux Têtes Fromagées. Les Têtes Fromagées, c'est un podcast dans lequel on voulait partager avec vous la passion qu'on a pour le monde fantastique des fromages. On va parler de plein de choses sur le monde du fromage, de la fabrication au métier de fromager marchand. On va faire un survol des différents termes relatifs au monde du fromage comme le lait cru ou les fromages fermiers. Puis évidemment, on va parler de toute la vaste gamme de produits qui existent dans ce beau monde des fromages. Alors, on va en déguster tout plein, un par épisode. On va avoir bien du fun, puis on espère que vous allez trouver ça aussi délicieux que nous. Salut Alex! Salut Geneviève! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode des Têtes Fromagées. Oh oui! Donc aujourd'hui, ce qu'on avait envie de faire avec vous, c'était de démystifier le lait cru. De casser le lait cru. Ouais, s'il y a bien quelque chose dont on se fait parler quand on est fromager, mais puis pourquoi on se fait poser des questions, c'est le lait cru. Oui, même au début, en fait, quand on commençait, on entendait tout le monde parler, nos collègues, en fait, nos patrons, nos formateurs, le lait cru, le lait cru, le lait cru. Puis moi, je me souviens, j'intégrais ça, le lait cru, oui, le lait cru, le lait cru. Sachant trop pas c'était quoi du lait cru, ce que ça impliquait. Puis pendant des mois, même au moins une couple d'années au début, le lait cru, ouais, mais c'est quoi le concept du lait cru? C'est quoi, Qu'est-ce que c'est du lait cru? On peut peut-être commencer par ça, en fait. Une définition. On pourrait dire, qu'est-ce que c'est exactement? Démystifie-nous ça, Alex. Okay. Qu'est-ce que c'est le lait cru? Bien, du lait, OK? Du lait de vache. On va commencer avec le lait de vache, ça va être plus simple. Donc, lait de vache, quand on récolte du lait, en fait, du pis de notre ami la vache, ce lait-là... Ou d'une brebis ou d'une chèvre. Ou d'une brebis ou d'une chèvre, mais là, en l'occurrence, de la vache, quand oui, d'une chamelle. Il est cru, le lait. Cru, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de traitement thermique. Donc, on ne l'a pas chauffé. Donc, par thermique, tu veux dire chaleur. Donc, exactement. On l'a pas fait chauffer. Okay. Exactement. Donc, le lait qui sort du pis de la vache est à la température de son corps. On parle de entre 40 et 42, 43 degrés Celsius. OK. Plus haut que ça, c'est plus du lait cru. Et c'est ça. Donc, c'est juste ça, le lait cru, dans le fond, c'est de conserver le lait à cette température-là. Évidemment, si on ne transforme pas immédiatement, il faut réfrigérer, mais ça n'a pas d'incidence. OK. Pourquoi, en fait, est-ce que ce serait un problème de chauffer le lait? En fait, quand on chauffe le lait, donc il y a une façon très connue de chauffer le lait, qui est la pasteurisation. Oui, c'est ça. Donc, souvent, on va faire la distinction entre lait cru et lait pasteurisé. Exactement. La pasteurisation, inventée par Louis Pasteur, qui permet, en fait, qu'est-ce que ça permet, la pasteurisation? De tuer les micro-organismes potentiellement pathogènes. Mais, tu sais, ça serait le fun de dire aussi, la pasteurisation... Est-ce qu'on fait bouillir le lait pendant 3 heures? C'est quoi exactement la pasteurisation? Ça ne prend pas une chaleur si grande que ça. 72 degrés Celsius pas longtemps, pendant là. 15 secondes, c'est suffisant. Donc, si tout le liquide atteint cette température-là de 72 degrés Celsius et que cette température est maintenue pendant au moins 15 secondes, c'est la pasteurisation. C'est ce qu'on appelle la pasteurisation éclair, en fait. Okay. Il existe, on peut rentrer dans des trucs un petit peu plus compliqués, là. Il existe des façons de pasteuriser, des paramètres différents où on va chauffer un peu moins fort, un peu plus longtemps. C'est possible aussi, surtout quand on a des installations plus vieilles. Il y a des producteurs qui fonctionnent comme ça. Ça s'appelle toujours de la pasteurisation? Ça s'appelle toujours de la pasteurisation. On va en parler tantôt. Il y a aussi quelque chose entre la pasteurisation et le lait cru, où on va chauffer entre les deux pendant une durée un petit peu plus longue, mais qui n'est pas considéré comme une pasteurisation complète. En fait, c'est juste que ce ne sera pas encadré. L'encadrement, puis par encadrement, je veux dire vraiment, le producteur va écrire sur un papier à 18h18, le 3 octobre, la température du lait a atteint faut que cette documentation-là doit être remplie à chaque fois pour justement pouvoir justifier au MAPAC, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, nos procédés si jamais il y avait un enjeu de rappel ou de problématique au niveau de la salubrité d'un aliment. C'est très, très, très important. Parce que souvent, là, c'est peut-être pour les gens, c'est pas si évident, mais souvent, un producteur de fromage qui fabrique du fromage à partir du lait de sa ferme, ben le lait vient de ses bêtes à lui ou à elle, là, dépendamment, mais il y a parfois des fromagers aussi qui font du fromage avec du lait qui vient d'ailleurs. Donc là, c'est sûr à 100% si le lait est déplacé, est-ce qu'il va être
pasteurisé ou il peut être cru s'il est déplacé? S'il est déplacé, il n'y a pas besoin d'être pasteurisé. Okay. Par contre, il y a un enjeu de réfrigération. Le lait cru, même réfrigéré, c'est quelques jours. On parle de 2-3 jours gros max. Avant que ça vire. Avant que ça vire. Puis à chaque heure qui passe, le lait cru, même réfrigéré, ça se transforme. Lentement, mais ça se transforme assez vite pour qu'il y ait une acidification du lait, prolifération des micro-organismes. Et c'est pour ça que, pour bien des producteurs, la pasteurisation, c'est une façon très simple de ne pas se casser la tête. On repart à neuf, on détruit les micro-organismes dans le lait. Puis on a dit tantôt, potentiellement pathogènes. Oui. Quand on pasteurise, on détruit tout. Donc, oui, on détruit des micro-organismes potentiellement pathogènes comme la listeria, le colis, staphylocoque, etc., etc. Mais il y a des bactéries, des levures et des moisissures qui peuvent être bonnes, en fait, qui vont servir à faire du fromage en bout de ligne. Qui pourraient déjà être présentes dans le lait et elles, on va aussi les tuer. On va les éliminer. Exactement. Là, tantôt, tu faisais la distinction entre un lait cru, un lait pasteurisé, mais tu disais qu'il y avait quelque chose entre les deux. Peut-être qu'on peut définir déjà ce que c'est. C'est ce qu'on appelle la thermisation. La thermisation, donc le lait thermisé. Du lait thermisé, le but de faire du lait thermisé, c'est, encore une fois, de ne pas contrôler notre pasteurisation, mais de quand même ne pas travailler avec du lait cru. Le résultat va être qu'on va détruire la majorité des micro-organismes. Le concept, c'est qu'on ne détruit pas tout. On détruit les organismes potentiellement pathogènes, mais on laisse assez de micro-organismes natifs du lait pour être capable de justement ajouter après ça aux arômes et au goût du fromage. Okay. Parce que c'est ça que ça fait, des micro-organismes dans le lait, des bactéries, des levures, des moisissures. Elles vont travailler à transformer tranquillement la matière du lait et à créer des arômes et du goût, quelque chose de perceptible plus tard quand on va avoir affiné notre fromage. On va en reparler plus tard, mais c'est vraiment ça, l'avantage principal de travailler avec le lait cru, c'est vraiment que ça va amener une complexité et des saveurs beaucoup plus élaborées que si on travaille en pasteurisation, par exemple. Exact. Quand on fait du fromage, évidemment, on doit ajouter des micro-organismes. Parce que sinon, si je pasteurise, puis après ça, je m'attends à ce que mon lait devienne du fromage, je vais attendre longtemps. Il y a un fromager qui m'avait déjà dit, quand on pasteurise, c'est comme de l'eau blanche. C'est ça. Il n'y a plus rien là-dedans. Bien, on repart avec une toile blanche, mais il faut acheter de la couleur. Donc là, on va acheter les couleurs exactes qu'on veut. Ça permet de standardiser, de formater, d'avoir un fromage qui est tout le temps pareil. Pour l'industrie, ça peut être très avantageux. Oui. Par contre, on perd un élément extrêmement important qui s'appelle le terroir. Ah oui. Cet élément-là de terroir, on peut seulement en parler dans le monde du fromage si on a du lait cru. Seulement? Quoi qu'il y a quand même du savoir-faire, il y a quand même... ça, c'est vrai. On veut pas non plus démoniser les petits producteurs qui travaillent en pasteurisé. Définitivement. Non, pas du tout. C'est pas ça le but, mais l'aspect de terroir où on parle vraiment de, le mot le dit, la terre, en fait, ce que le territoire va apporter, ça se transmet par le lait cru principalement. Ben, c'est là où ça va le plus s'exprimer, en Exactement. fait, dans le fromage. Oui, évidemment, il y a un savoir-faire qui peut être régional. Quand on est en Europe, bon, s'il y a eu des centaines d'années ou des milliers d'années de fabrication d'un type de fromage dans un endroit donné, même si le fromage est pasteurisé, il y a un savoir-faire humain, en fait, qui va contribuer à ce concept-là de terroir. Au Québec aussi, il peut y avoir aussi une influence au niveau de la race animale qu'on va choisir, les soins qu'on va apporter, tout ça le fait contribue... aussi qu'on ait des températures très changeantes au Québec fait en sorte que des fois, les producteurs ont besoin de se donner un petit peu de marge de manœuvre. Exact. Il y a quelque chose qu'on peut aller chercher, mais... le petit bonus du lait cru, c'est vraiment qu'on est capable d'aller chercher quelque chose avec l'alimentation de l'animal. Surtout si les animaux vont à l'extérieur. Donc, l'animal mange de l'herbe, transforme l'herbe en produit du... L'herbe, les fleurs, exactement. Les plantes diverses qu'il va y avoir assimiler dans son les vitamines, les nutriments, en fait, de ce qu'il mange à l'extérieur. Ça va avoir une incidence directe sur la production de lait et les micro-organismes qu'on va y retrouver, la qualité du lait. Et après ça, si je pasteurise, bien, je viens enlever un petit peu les particularités de mon troupeau. Alors que si je laisse le lait cru, donc que je vais rajouter des micro-organismes
pour créer un fromage particulier en laissant la richesse des micro-organismes de départ. Bien là, je vais me retrouver avec quelque chose on va dire, de typé, de régional, de changeant aussi. Puis c'est ça qui est intéressant avec le lait cru, c'est que ça va changer au fil des saisons, ça va changer au fil... Ça peut être un couteau à double tranchant, par exemple, parce que ça donne des produits moins stables, ça donne des produits qui vont changer, comme tu dis, au cours des saisons, qui seront pas les mêmes entre l'été et le printemps ou l'hiver, par exemple, qui vont avoir une qualité très différente. Donc, parfois, ça peut être un enjeu qui est super le fun parce que les meules d'été, on les aime donc. Mais ça peut être aussi, tu sais, ça peut amener parfois un certain, comment dire, tu sais, quand on est client puis qu'on le sait pas, par exemple, on va prendre un même fromage à 2 mois d'intervalle puis il goûtera plus la même chose, ça sera plus du tout la même affaire. Exact. Donc... Il y a une certaine ouverture d'esprit qu'il faut avoir, en fait. Puis quand on consommer du fromage au lait cru, il y a beaucoup de Français qui vont dire que c'est un acte politique, que c'est un acte environnemental, que c'est un acte pour la survie de l'espèce humaine, de la biodiversité. Bon, pourquoi ça favorise la biodiversité ou l'environnement? C'est pas juste quelque chose de gustatif. C'est vraiment... Bien, en fait, parce que, on le disait, le fait de consommer un fromage au lait cru, c'est le fait de valoriser un terroir. Le terroir, le terrain, en fait, le sol. Donc, si j'appauvris mon sol, si je fais de la monoculture, si j'empêche, en fait, mes animaux d'avoir accès à une terre qui s'est régénérée, qui est saine, qui est en santé, qui est variée, bien, je suis en train d'appauvrir mon environnement et donc, je peux pas le traduire sur un fromage au lait cru de qualité. C'est vraiment ça. Travailler en lait cru, ça me force à penser aussi au bien-être de mes animaux, à l'alimentation de mes animaux, au bien-être de mes sols. Et c'est donc un acte qui serait bon pour l'environnement, en fait. Est-ce que c'est plus complexe, tu penses? De travailler en lait cru, définitivement. Ouais. On l'a vu dans les 15 dernières années, de plus en plus de producteurs qui, à l'époque, travaillaient en lait cru, se sont tournés vers une transformation thermisée. Donc, ils vont chauffer leur lait pour être capables de réduire, en fait, la quantité de micro-organismes potentiellement nocifs qui est dans le lait, ce qui fait qu'on a moins besoin d'être... Vraiment. Parce que c'est ça c'est un des désavantages de la production du lait cru. Ça demande énormément de précautions. Justement, si on ne veut pas se retrouver avec une production où il y a des pathogènes, il y a toujours un risque. Sauf que ça demande certaines précautions. Donc, il faut faire attention, par exemple, à la contamination dans les tables, à la contamination les fromagers font toujours attention, là. Oui. Mais avec le lait cru, ça demande les animaux, ils font pas toujours attention. Non. Les animaux dans les tables, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils se roulent dans plein de choses bizarres. Là. Ils ont du fun, mais eux, ils pensent pas au fait qu'ils doivent rester salubres. Il peut y avoir du E. coli dans leur lait, par exemple. Exactement. Donc, pour s'assurer de réduire, en fait, les seuils, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites, mais ça demande du temps, de l'énergie, ça demande de faire de la recherche. J'ai discuté récemment avec des producteurs basés au Vermont qui, eux, en fait, ont réalisé que s'ils ensemençaient la nourriture des animaux qui allait non seulement être consommée, mais qui allait se retrouver dans leur environnement, ils allaient assainir leur environnement. Oh, assainir, c'est peut-être pas le bon mot, mais... qui allait favoriser, dans le fond. Ils allaient bonifier l'environnement avec des micro-organismes sains qui allaient, eux, combattre les micro-organismes potentiellement pathogènes. Donc, d'augmenter, en fait, les bonnes bactéries. Et c'est quoi les bonnes bactéries? Bien, c'est des bactéries de fermentation. Par exemple, celles qu'on retrouve dans du yogourt. Donc, il y a des producteurs qui se sont mis à prendre le foin qu'ils avaient séché pour les animaux, à le mélanger, à injecter du yogourt et du lait fermenté, un peu comme dans du kéfir. Le foin? Oui. Dans le foin? Donc, il y a une grosse machine qui compacte le foin en ballots. Et la machine, elle a un tank avec du lait fermenté et du yogourt qu'elle va shooter dans les ballots. Et donc, il y a des micro-organismes de fermentation de produits laitiers dans la nourriture des animaux, ce qui faisait que le lait était beaucoup plus sain,
beaucoup plus intéressant et ils n'avaient pas besoin ils avaient moins de pertes, en fait, au niveau de leur lait. Ils n'avaient plus besoin de dire, genre, cette batch de lait cru-là, elle est trop dangereuse, on ne peut pas l'utiliser. Okay. Ou même des fois, c'est pas une question de danger, c'est juste une question de trop d'activité. Ton fromage est fini par être beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Ça permet de contrôler, en fait, de faire des choses comme ça. C'est fou, hein? Pour revenir au lait cru puis aux producteurs, ils doivent s'en occuper, tout ça. Le lait cru va permettre, à la longue, comme on a dit, d'amener toutes sortes de saveurs et d'arômes au fromage pour avoir quelque chose de qualité en bout de ligne. C'est sûr que c'est plus facile de se dire on va pasteuriser, on va thermiser. Il y a moins d'impact, en fait. Il y a moins de problèmes qui peuvent survenir. Puis des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'expertise pour vraiment aller au fond des choses, puis c'est correct. Mais... Tu disais que dans les 15 dernières années, ça c'était... là, il y a de plus en plus de pasteurisation. Est-ce que c'est juste au Québec ou c'est un peu partout? C'est un phénomène généralisé? Bien, c'est un phénomène généralisé. C'est juste qu'au Québec, on l'a vu vraiment arriver dans les 15 dernières années. On se souvient, il y a 15 ans, il est arrivé quoi? Il est arrivé la crise de la listeria au Québec. Puis les fromagers ont beaucoup perdu là-dedans. C'est ça. Il y a eu des cas de listeria qui ont été signalés au Québec, puis ça a causé la faillite de plusieurs petits fromagers. Ça a été un épisode, ça, vraiment intense. Là. Oui. C'était très difficile parce qu'en fait, le gouvernement avait décidé de ratisser très, très large et il y a des milliers de fromages qui ont été jetés. C'était par précaution, mais c'était vraiment c'était plus que des précautions. Là. C'était radical, on va tout détruire pour recommencer, mais on parle de millions et de millions de dollars de pertes au total pour l'industrie. Pour un petit fromager marchand ou pour un petit producteur, une histoire comme ça, là, c'est des années de travail jetées aux poubelles. Là. C'est définitivement. Et ça a fait tellement peur à plein de producteurs qu'ils ont changé leur recette pour aller vers du fromage thermisé ou pasteurisé. Exactement. Il y a plusieurs fromages qui ont arrêté d'être au lait cru au Québec. On pense au pied de vent, on pense au baluchon, on pense 14 arpents, je pense Val-Bert, aussi. aux 14 arpents. Oui, il y a eu plein de fromages artisanaux classiques et emblématiques du terroir québécois qui sont devenus pasteurisés ou thermisés. On espère que ça va peut-être revenir, mais en même temps, c'est compliqué aussi beaucoup avec les normes de la MAPAQ. Il faudrait en parler de ça parce que il y a la MAPAQ qui est le ministère de l'Alimentation et de la Protection des aliments du Canada. Il y a aussi Santé Canada, qui sont des organismes très importants, qui nous protègent, nous, les citoyens, par rapport à plein de choses dans l'alimentation, notamment, qui surveillent la qualité des aliments, qui surveillent la façon dont on produit nos aliments, ce qu'on mange et tout ça. Des fois, par rapport au lait cru, il faut qu'on vous avoue que nous, les fromagers, on va peut-être un peu rouler des yeux des fois quand on entend les gens de Santé Canada, les gens de la MAPAQ parler de lait cru, mais en même temps, c'est quand même, il faut faire attention parce qu'on n'est pas tous égaux face au lait cru, disons-le, parce qu'il peut y avoir quand même des dangers dans la consommation de lait cru parce que, il y a plus de risques d'y avoir des pathogènes. C'est toujours des dangers potentiels, en fait. Oui, c'est juste qu'on risque très souvent de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vraiment souvent ça qui se passe, c'est qu'on finit par dire au nom de la prévention, mais on va dire non à tout. Parce que le problème, le lait cru n'est pas nocif. C'est juste que le lait cru a le potentiel de contenir plus de micro-organismes pathogènes. Puis en plus, si on a une santé qui est un peu fragilisée, c'est ça. Là, ça peut être plus compliqué un peu. Par exemple, là, si on va sur le site de la MAPAQ ou sur le site de Santé Canada, il est fortement déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux personnes ayant un système immunitaire affaibli de consommer des fromages de lait cru parce que leur organisme pourrait, pas leur organisme, mais parce qu'il pourrait, par exemple, y avoir des complications à manger ce genre de fromage-là. En général, faux, en général, la plupart des gens vont surtout se concentrer sur la partie femme enceinte. Ça, c'est vraiment intégré. Parce que ça peut causer des fausses couches. Définitivement. Puis c'est la listeria, en fait, qui peut causer. Parce qu'encore une fois, le lait cru ne cause pas de fausses couches. La listeria peut causer des fausses couches. C'est les bactéries, c'est les pathogènes. On peut retrouver la listeria ailleurs dans un fromage de lait pasteurisé. On peut retrouver la listeria
sur le plancher de notre cuisine. On peut retrouver de la listeria dans de la viande. On peut retrouver de la listeria sur une feuille de salade si on ne la lave pas. Définitivement. On se souvient de la laitue romaine qui était pleine de listeria. C'est des micro-organismes pathogènes qui peuvent être présents partout. Comme la salmonelle aussi. Oui, la listeria, la salmonelle, le colis et le staphylocoque. Par contre, il faut faire attention avec le fait de dire lait cru égale listeria. Puis c'est ça le problème, en fait, c'est que c'est trop facile de dire ça, puis il faut vraiment pas. En fait, le plus gros potentiel de contamination, c'est une contamination croisée. Oui, là, il y a plus de risques. Où vraiment quelqu'un va pas se laver les mains et vraiment on va se retrouver avec des micro-organismes pathogènes. Oui. Ça, c'est bien plus un risque parce qu'il y a moins de contrôle là-dessus, il y a beaucoup plus d'enjeux. Alors que à la base, le producteur, lui, est extrêmement contrôlé. Oui. Puis c'est comme ça qu'on devrait de construire notre industrie alimentaire au Québec, s'assurer que au début, tout est fait de la meilleure façon possible pour que, mais dans rendu à la fin... toute la chaîne aussi. Toute la chaîne est importante, mais si tu pars avec quelque chose... Tout se multiplie. Donc, si tu pars au début avec la listeria, rendu à la fin, cette listeria-là va contaminer plein d'affaires. C'est exponentiel, en fait. Oui. C'est qu'elle va contaminer d'autres choses, ça va grossir, la quantité va augmenter. Donc, c'est important que les tests, au début, soient faits de façon... Mais ça, ils le sont. Ils le sont, il faut le dire, là, ils le sont. Les fromagers sont très, très méticuleux par rapport à ça. Ils n'ont pas le choix. Mais il faut dire aussi que les aliments sont vérifiés, sont analysés. Il y a quand même un grand contrôle qui est fait. Quand on entre dans une fromagerie, là, une petite fromagerie artisanale québécoise, là, on n'est pas dans un petit truc, une petite ferme, ils font du fromage dans le garage. Non. C'est un laboratoire de chimie. Oui, c'est ça. Souvent, on va voir, c'est complètement fermé. On n'a pas accès à la place où ils font le fromage. Exactement. Ils ne peuvent pas prendre ce risque-là. Il y a des notes qui sont prises, chaque lait est échantillonné, chaque lot est échantillonné et il y a les résultats qui sont donnés à chaque fois, surtout lorsque c'est du lait cru. Vraiment, cet encadrement est extrêmement important. Ils font de la recherche et du développement pour constamment améliorer la qualité de leur lait, que ce soit du lait qu'ils achètent ou que ce soit le lait de leur propre troupeau. C'est vraiment... Technologiquement, ils sont très avancés et ils savent ce qu'ils font. Mais tu parles d'achat de lait. Est-ce qu'on peut, nous, mettons des consommateurs, là, acheter du lait cru? Non, en fait... Au Québec, au Canada? Non, on peut pas. Hein? Au Canada, en fait, la loi canadienne, c'est que le lait cru frais, on parle de lait frais, là. Oui, c'est ça, du lait pour boire. Oui, c'est ça, du lait frais. Là. C'est ça. On parle de fromage au lait cru depuis tantôt, là, mais le lait cru, c'est juste achetable sous forme de fromage. Du lait frais, cru, c'est illégal au Canada. Oui. Sais-tu depuis quand j'ai trouvé cette information-là? Ça m'a vraiment étonnée. Depuis quand, Geneviève? Depuis 1991. Oui, c'est quand même récent, hein? Dans ma tête, la pasteurisation, tu sais, c'est quoi? On parle... Là, je m'excuse, j'ai pas la date de la découverte de la pasteurisation, là, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on pasteurise le lait. C'est 200 ans. Non, moins que ça, là. C'est dans le 20e siècle, mais je pense que c'est avant ça. Mais je pense, je sais pas, en tout cas, peu importe. Mais l'obligation de vendre du lait frais pasteurisé, c'est 1991 au Canada. Je pensais que c'était vraiment bien avant ça, mais non. Peut-être qu'avant, on pouvait aller sur les fermes puis se procurer un litre de lait cru, mais pas depuis 1991. Et ça, c'est drôle parce que des fois, il y a des clients qui vont nous dire « Ah, mais aux États-Unis, on peut. » Et ça, c'est vrai. On peut aux États-Unis? Dans certains États américains, on peut. En fait, il y a 3 législations différentes aux États-Unis et chaque État légifère différemment. C'est ça. Donc, il y a des États qui vont avoir la même loi qu'au Canada, pas de lait cru, barré. Il y a des États qui vont c'est le contraire. Ils vont dire le lait cru, c'est correct, ça peut même être commercialisé. On va chez Whole Foods, on peut acheter le litre de lait cru. Ah oui. Et il y a d'autres États qui vont dire oui, mais seulement à la ferme. OK, comme c'était avant ici, peut-être. Exactement. Oui. Ah oui, c'est intéressant, je savais pas qu'on pouvait faire ça. En Californie, tu vas à l'épicerie et tu achètes du lait cru. Ouais. Ah oui, bon, j'apprends quelque chose. Oui. Ça, je savais pas ça. Ça fait longtemps que j'étais allée en Californie. Si on vient avec les avantages du lait cru dans le fromage, parce que c'est le fromage qui nous intéresse, quels sont les avantages du lait cru dans le fromage? Les avantages du lait cru dans le fromage, en plus d'avoir des avantages, comme on disait, environnementaux, écologiques, d'être une façon de s'exprimer politiquement sur la qualité de son alimentation,
et de son terroir. Le lait cru, en fait, amène des avantages au niveau organoleptique, donc surtout au niveau du goût. Ça a une influence au niveau de la texture aussi, potentiellement. Dans le fond, le lait cru amène des micro-organismes différents et variés qui, eux, vont produire des particules aromatiques différentes et variées et donc amener une plus grande complexité au niveau du goût. Des produits plus typés aussi. Il y a une corrélation qui est souvent fausse, qui est un fromage au lait cru est plus fort qu'un fromage pasteurisé. C'est faux, ce qui fait qu'un fromage est plus fort qu'un autre au niveau du goût. Ben, d'abord, la quantité de sel et de deux, le temps d'affinage. Ça fait-tu longtemps que ce fromage-là, il travaille, que les micro-organismes se multiplient et qu'ils créent de plus en plus d'arômes? Si oui, ben, il va être plus goûteux. Ben oui. Alors que si... Parce qu'il y a des fromages de lait cru qui sont très doux, là, qu'on ne se doute même pas que c'est du lait cru. Un fromage frais au lait cru va être très doux, très délicat. Un fromage vieilli, pasteurisé, va être très relevé, très goûteux. Puis tu sais, il y a des fromages de lait cru aussi qui sont reliés à des appellations d'origine contrôlée. Par exemple, bon, ça, c'est plus en Europe, là, on n'en a pas encore au Québec, mais il y a des fromages comme ça au lait cru qui viennent avec tout un savoir-faire, avec une histoire de fabrication que les fromagers artisans sont encore obligés de respecter aujourd'hui. Exact. Donc, ça amène comme une espèce de noblesse au produit, le fait qu'il soit encore au lait cru. Tantôt, tu faisais, pendant qu'on préparait l'épisode, tu m'as fait une comparaison que j'ai beaucoup appréciée. Tu as parlé des fromages de lait cru un peu comme des vins nature. Oui, en fait, le principe de travailler le lait cru dans le fromage, c'est sensiblement les mêmes avantages que de travailler le vin de façon nature. C'est que... c'est quoi du vin nature? Du vin nature, c'est un vin qui n'a pas d'entrant. Donc, c'est la façon qu'on dirait naturelle ou plus old school, là, la façon traditionnelle de faire du vin. C'est juste de fermenter le raisin, faire entrer le moins d'entrants possible dans notre vin. C'est quoi des entrants dans le vin? Des entrants, ça peut être des correcteurs, par exemple, pour corriger... on peut rajouter du sucre, on peut rajouter des choses pour avoir une meilleure... moins d'acidification. On peut rajouter du soufre, au fait, aussi, pour s'assurer que le vin reste stable. Même chose pour la pasteurisation. C'est une façon de stabiliser le lait. On va pasteuriser le jus de raisin pour faire... Non, je parlais vraiment de la pasteurisation dans le lait. C'est une façon de stabiliser, en fait. Donc, soit de rajouter des choses dans notre vin, soit de pasteuriser le lait dans le fromage. C'est une façon de stabiliser le produit pour avoir moins de précautions à prendre. Sauf que si on est un producteur qui est déjà attentionné, qui fait attention à ce qu'il fait, qui fait un produit de qualité avec des ingrédients de qualité, ben le vin nature va être un vin normal. Le fromage au lait cru va être un fromage normal. Oui. Comme un autre. Exactement. Donc, c'est la même chose. C'est vraiment une... C'est une contrainte. C'est quasiment comme une philosophie. C'est pas une contrainte, c'est juste la bonne façon de travailler, puis de se dire, j'aurai pas de béquille, donc je suis obligé de bien travailler. Mais en même temps, je veux surtout pas qu'on dise que les fromagers qui travaillent avec du lait pasteurisé des fois, le font pas bien. Là. C'est pas ça. C'est ça. Il y a des bons fromages pasteurisés. Oui. Il y a une raison de travailler le lait pasteurisé dans le fromage. Ça peut faire des très bons produits. Oui. Mais aujourd'hui, on parle du lait cru. Ben oui, c'est ça. On parle de pourquoi c'est plus le fun du lait cru. Oui, mais est-ce qu'il y a des désavantages? Parce que c'est clair qu'il y en a peut-être. Qu'est-ce que ce serait, selon toi, les désavantages des fromages au lait cru ou de travailler en lait cru pour faire du fromage? Les désavantages sont surtout au niveau justement, où il y a plus de soins à apporter, faut faire plus attention. Donc, nécessairement, ça va coûter plus cher aux producteurs et parfois, ça va se refléter jusqu'aux consommateurs. Oui. Le producteur doit mettre plus d'énergie, doit mettre plus de temps. Ça prend un savoir-faire, ça prend des connaissances, ça prend, c'est ça, du temps, de l'énergie. C'est le gros désavantage, en fait, de travailler. Il y a aussi le fait que le produit va être plus changeant parce que, dans le fond, il va changer au fil des saisons. Tu sais, quand les vaches peuvent aller à l'extérieur, bon, je dis les vaches, mais ça pourrait être les chèvres, les brebis, n'importe quel animal. Donc, quand les animaux vont à l'extérieur pour manger de l'herbe fraîche, des fleurs fraîches, de tout ça, ça a un impact direct sur le lait, tandis que l'hiver, par exemple, lorsqu'ils sont en ensilage ou avec du foin sec, ben c'est pas le même type d'alimentation, donc c'est pas le même type de lait, ça donne pas... Donc, en bout de ligne, le fromage a pas la même stabilité, a pas la même... est pas toujours pareil. Il va changer d'une saison à l'autre. Exact. La matière première, en fait, va changer et donc le producteur doit s'habituer. La matière première... Le consommateur aussi doit s'habituer. En fait... Plus le producteur est bon,
pour s'habituer, moins le consommateur va voir de différence. Mais bon, des fois, ça peut être un choix aussi. C'est un choix philosophique aussi de fabrication, de se dire, ça va changer, ça va être des fois comme ça, des fois plus humide, des fois moins humide, des fois plus salé, des fois moins salé. Des fois, on va retrouver tels arômes, des fois tels autres arômes. Mais ça va aussi, ça fait un petit côté un peu le fun. Tu sais, quand on retrouve une meule comme on l'a goûté l'année passée, mais on n'a pas goûté depuis parce qu'il n'y en avait pas. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Oui, il y a une question de variation, comme on retrouve. Encore une fois, je reviens avec le vin. Comme on retrouve dans le vin, en fonction d'une année à l'autre. Des millésimes, d'une année à l'autre. C'est juste que dans le fromage... C'est pas du cépage du millésime, t'as raison. Dans le fromage, il ne faut pas attendre un an avant de voir une différence. Il faut attendre la prochaine batch. Là. Des fois, c'est la semaine prochaine. Oui. Est-ce que tu serais d'accord avec le fait de dire que quand on mange du lait cru, tu sais, depuis tantôt, je t'entends parler de micro-organismes et tout ça, dans le fond, on mange quelque chose qui évolue de façon constante, donc c'est vivant, le fromage. Oui, mais pas parce que c'est au lait cru. Tous les fromages sont vivants. C'est juste que ce qui est vivant va changer. Dans un fromage qu'on a pasteurisé, on a rajouté après la pasteurisation des choses vivantes. Sinon, encore une fois... C'est ça, pour que ça reprenne vie puis que ça reparte pour que ça devienne du fromage. Il faut que ça fermente. Il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. C'est juste qu'on a choisi exactement, on a standardisé ce qu'on voulait qui est de vivant dans le fromage. Alors que le lait cru, c'est une espèce de symbiose entre l'humain et la nature. Il y a quelque chose de philosophique, de vraiment une façon de voir le monde dans le travail du fromage. D'être en accord avec son terroir, puis de le suivre aussi. Puis c'est pour ça aussi que des fois, au niveau de l'industrie, ça résonne moins le lait cru parce que c'est quasiment ésotérique, l'histoire du lait cru. C'est-à-dire qu'il y a des bienfaits réels, on en parle depuis tantôt, il y a des raisons de travailler le lait cru, mais des fois, pour un gros producteur industriel, il peut se dire, fromage, il va y avoir du fromage pareil, même pasteurisé. Ben oui. Bon, là, on a parlé quand même des risques de manger du lait cru. Il y en a pas nécessairement de manger du fromage au lait cru, mais il peut y avoir certaines conditions. Il y a des contre-indications, Il y a des contre-indications, c'est bien, oui, c'est mieux, c'est le meilleur mot. Puis je pense que la contre-indication la plus commune, c'est vraiment celle qui dit que les femmes enceintes devraient éviter le lait cru. Comme elles vont éviter les sushis, les comme elles vont éviter froides, l'alcool. Exactement, l'alcool. C'est ça s'inscrit en fait dans ce groupe d'aliments qu'on va éviter lorsqu'on est enceinte. Après ça, une question... quand on a un système immunitaire affaibli. Oui, parfois, ça peut définitivement. Mais est-ce qu'il y a des effets positifs à manger du lait cru, à manger des fromages de lait cru? Peut-être. Il y a des études qui étudient la chose. Oui, il n'y a rien Il n'y a rien, en fait, de très définitif, mais on a commencé à avoir des corrélations, par exemple, en étudiant le microbiote intestinal. Donc, ça aurait comme tous les produits un peu là, fermentés, il y aurait comme un avantage à manger ça. Exactement. À quel point c'est vrai, à quel point c'est observable sur une longue période de temps. C'est pas encore prouvé. On le sait pas trop encore, mais peut-être que ça pourrait être bien. Il y a certaines personnes aussi qui vont dire, tu sais, le lait cru, c'est pas complètement aseptisé, les fromages de lait cru, donc c'est bon d'en consommer parce que ça nous soumet ou ça nous expose à des micro-organismes auxquels on ne serait pas exposé si on n'en mangeait pas. Oui, donc, ça va un peu stimuler notre système. Mais bon, ça, c'est toutes des choses qui... On les met au conditionnel parce qu'il n'y a pas nécessairement de preuves scientifiques qui peuvent venir appuyer ça. Puis donc, voilà. Mais c'est ce qu'on dit, en gros, quand on... Mais des fois, de manger... moi, je trouve que ça s'inscrit dans le mangeons varié. Donc, si on est pour manger varié en termes de couleur, de provenance, bien, on est peut-être aussi mieux de manger varié en termes de fabrication fromagère. Une fois de temps en temps. Hein? Exactement. Parlant de manger... On a un magnifique exemplaire de fromage au lait cru devant nous. Puis j'aimerais vraiment ça qu'on en parle parce qu'elle est absolument... Il est vraiment très, très beau. Alors, c'est lequel? Est-ce que tu veux nous le décrire puis nous dire son nom? OK, alors aujourd'hui, on va déguster le Gré des Champs, un fromage éponyme de la fromagerie Au Gré des Champs basé à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est très beau fromage. Oui, c'est un de mes fromages préférés. Oui, on est sur du lait cru. C'est le thème de l'épisode. C'est un fromage fermier aussi. Donc, tout le lait provient du troupeau de la ferme.
D'ailleurs, vous pouvez aller visiter ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, c'est vraiment beau. Les tables, elle est ouverte au public. Vous pouvez aller visiter les vaches. C'est les vaches les plus heureuses que j'ai vues dans ma carrière de fromager. Ah, c'est beau! C'est une étable toute neuve qui a été construite il y a quelques années à peine. C'est très, très grand. Beaucoup d'espace. Les vaches ne sont pas attachées. Elles sont libres de circuler dans les tables. Non, c'est rare qu'on voit ça. Hein? Oui, et sont 35-36 vaches dans un très grand espace. Je veux dire, en termes de superficie, là, elles prennent moins de 10 de l'étable. Donc, elles ont de la place. Exactement. Elles se couchent, elles ont du fun, elles se promènent. C'est des vaches Vous avez remarqué aussi, elles ne sont pas noires et blanches. Non, en effet, c'est des vaches qui produisent un lait plus riche, plus gras des vaches de race ancestrale, notamment des Suisses brunes, quelques Jersey mélangés là-dedans. Les producteurs aiment bien ajouter des vaches de différentes races Ah oui, OK. Je pensais que des fois, les producteurs aimaient mieux rester avec une seule race de vache. Encore une fois, il y a une question de philosophie là-dedans. Oui, j'avoue que c'est mieux de varier. Une variation, créer un genre d'écosystème qui fonctionne. Oui. Les vaches vont au pâturage l'été. L'hiver, elles sortent aussi. Il y a des gens qui pensent que l'hiver, les vaches... restent encabanées, mais non, elles sortent non, elles ne peuvent pas manger d'herbe parce qu'il y a de la neige par-dessus, mais les vaches, elles font des anges dans la neige. Elles aiment ça. Elles se couchent. Elles se roulent dans la neige, ouais. Un peu. Les vaches agissent beaucoup comme des chiens, en fait. Les chiens qui se promènent l'hiver, là, qui se roulent dans la neige, les vaches font un peu pareil. Oh, wow! C'est normal. Je regarde l'image de la vache heureuse dans sa... Oui, donc très beau. Très beau troupeau. D'ailleurs, en fait, c'est la famille Dufresne qui possède la fromagerie. Donc, Suzanne, qui fait du fromage depuis longtemps. Grande fromagère. Oui. Un personnage important dans l'histoire du fromage au Québec. Elle est dans les pionnières, là, si je ne me trompe pas. Surtout au niveau du lait cru. La préservation du lait cru au Québec, Suzanne Dufresne, c'est la reine, à mon avis. On la salue. Allô, Suzanne. Et il y a son mari, Daniel, qui aime bien les animaux, s'occupe des vaches avec sa fille Marie-Pierre. Marie-Pierre, maintenant, prend plus de place à la fromagerie. C'est elle qui a vraiment... c'était son idée, en fait, d'avoir une grande étable. Le bien-être animal, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Même chose pour tout ce qui est le terroir, en fait. Donc, le fait d'envoyer les vaches... à l'herbe, au pâturage, en fait, l'été. Puis elle s'organise, elle fait c'est des bandes, en fait. Donc, les vaches vont changer de spot autour de la ferme, dans le pâturage. C'est ça. À chaque jour, en fait, ils vont manger un bout de gazon différent pour ensuite revenir. C'est une rotation complète, en fait. Naturelle, dans le fond. Naturelle, oui. Exactement. Mais c'est beau aussi, j'aime ça aussi, l'histoire des parents. Tu sais, je me rappelle, moi... Quand j'ai commencé dans le monde de la fromagerie, ça commençait l'effervescence des fromageries artisanales au Québec. Puis, le Gré des Champs en faisait partie. Il est arrivé à peu près à ce moment-là. Puis, à l'époque, c'était seulement Suzanne et Daniel là, ensemble qui faisaient ça contre vents et marées. Mais là, je trouve ça beau de voir. C'est pas les seuls là, on est rendu à la 2e génération, donc à leurs enfants, qui continuent, qui perpétuent ce savoir-là qu'on est en train d'établir au Québec. Parce qu'il faut le dire, l'industrie du fromage artisanal est quand même assez jeune au Québec. C'est vraiment... c'est le fun d'entendre que ça... C'est une belle histoire de relève aussi au niveau de l'agriculture, c'est important. On n'a pas parlé de Virginie aussi, qui est l'autre fille qui s'est impliquée aussi à un moment. Là. Donc, vraiment des belles histoires familiales qui font des très bons fromages. Parlant de bon fromage, ça serait quoi les particularités gustatives du Gré des Champs? Là, il faut le dire, là, la croûte, elle est magnifique. Quand on l'a ouvert tout à l'heure, j'étais ébobie parce que je la trouvais vraiment... Là, ça, c'est quand on ouvre une meule comme ça. Non, mais elle est belle! Donc, moi, là, ce que je vois tout de suite, c'est sa teinte orangée avec les petites taches jaunes particulières que le Gré des Champs a. Là, ça, quand il y a ça, on le sait que, là, ça va être plus il y a de couleurs, mieux c'est. En fait, chaque couleur est un micro-organisme différent qui fait sa place en surface du fromage. Puis ça crée un équilibre qui permet d'avoir aussi un équilibre gustatif. Parce que chaque micro-organisme va créer des particules aromatiques spécifiques. Et ces particules aromatiques-là, elles vont ensuite arriver en équilibre dans le fromage. Et donc, ce ne sera pas
trop intense dans un type de saveur, par exemple. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, là, qui ne verraient pas le morceau qu'on a devant nous, juste pour vous le décrire un petit peu. On a une croûte qui est comme un peu embosselée, on pourrait dire, là, qui a du relief. Et dans ce relief-là, il y a toute une panoplie de couleurs. Alors, on a de l'orangé très clair, on a du jaune, une espèce de kaki, de gris, on a du blanc aussi, du jaune. Et la pâte a cette couleur-là qui est un beau jaune foin, un beau jaune... la couleur de la pâte. Oui, très importante. La couleur jaune, en fait, le lait de vache, naturellement, il est plus jaune que blanc. Que blanc, hein? Exactement. Ben oui, c'est ça. Et dans le fromage, dans un fromage au lait cru, fermier, on parlait de l'aspect de terroir. L'aspect de terroir se reflète dans la couleur de la pâte. Dans ce beau jaune-là, on sait qu'on a un fromage lait cru, fermier et d'été. Ah oui. Donc là, ça veut dire que les meules qu'on mange en ce moment, ce sont des meules qui ont été produites avec du lait d'été. De l'été dernier, donc, les vaches allaient dans les champs, mangeaient l'herbe, mangeaient les fleurs. Est-ce que ça va se refléter dans le goût? Parce que ça se reflète dans la couleur, dans la texture, dans l'apparence. Est-ce que ça va se refléter dans le goût aussi? Oui, tout ça, c'est des précurseurs. En fait, quand on fait une analyse en fait, d'un fromage, on va le regarder, on va le sentir, on va le toucher. Tout ça, c'est précurseur de ce qu'on va ensuite goûter. Et oui, ça va se refléter là aussi. Donc, allons-y, goûtons-le. Goûtons. On peut voir que dans la pâte du grès des champs, il y a toujours ces petits trous qui viennent un peu parsemer la pâte, qui est une pâte ferme. C'est quel type de production, de fabrication? On dirait une pâte pressée non cuite. Non cuite. Les pâtes fermes sont toutes des pâtes pressées, c'est-à-dire que le caillé est écrasé afin d'extraire un maximum d'humidité pour avoir un fromage qui est plus dur, en fait. Alors que la différence, en fait, ça va être au niveau d'un traitement spécial qu'on appelle la cuisson du caillé. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas eu. Puis ce qui laisse un caillé un peu plus friable et avec des trous, des ouvertures. C'est ça, on voit l'espace entre les grains qui ont été compressés ensemble. Il reste des petits trous un peu partout, des petits espaces. Et c'est ça qui va faire les trous dans la pâte. Avant de presser, si notre grain, on avait décidé de le chauffer, donc il flotte dans son liquide à peine caillé, là, on fait monter la température tranquillement. Ne pas confondre avec le traitement thermique. C'est pas ça une pasteurisation. C'est vraiment une fabrication. Oui, ça, c'est dans les étapes de fabrication du fromage. C'est ça. On chauffe un petit peu, puis là, les grains vont se fusionner ensemble, faire une pâte qui est plus élastique. Plus lisse aussi. Pensez emmental, gruyère. Vous verrez pas de trous. Bon, l'emmental, il y a un autre concept après ça de bulle de gaz, là, mais pensez au comté, au gruyère. Les fromages québécois, Alfred le Fermier, Val-Bade, Louis d'Or, des fromages avec la pâte très lisse. Là, ce serait fabrication pressée, cuit. Celle-ci, elle est non cuite. Exact. Il y a vraiment des arômes, hein, je trouve, là-dedans. Il y a quelque chose un peu des chanterelles. Il y a quelque chose, on sent là, les parfums un peu de noisette, mais en même temps, il y a quelque chose aussi de l'herbe, on disait tantôt l'herbe fraîche, les fleurs, tout ça. Il y a quelque chose de ça là-dedans. C'est floral, c'est vanillé, c'est mielleux. Mais oui, c'est herbacé. Le petit côté champignon cuit dans le beurre. Oui. Oh, ouais. Oui. Le champignon noisetté. Oui, là, oui, c'est ça. cuit dans le beurre noisette. Une belle persistance en bouche aussi. Belle persistance, puis c'est vraiment le lait d'été qui fait ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas gras. Tu sais, souvent, quand on va manger des pâtes pressées cuites, par exemple, il y a une certaine rondeur, un certain gras qui va venir dans la bouche. Ici, on n'a pas ça. On est dans quelque chose qui est un petit peu plus franc au niveau de la texture, un petit peu plus moins lisse, mais c'est très agréable. C'est pas collant. C'est pas collant Non, du tout. c'est ça, exactement. Et c'est un fromage qui est peu salé. En bouche, là, je suis pas comme agressé par la quantité de sel qu'il y a là-dedans. Je pourrais en manger beaucoup. Oui, c'est vraiment délicieux. Avec quoi tu le suggérerais? Moi, j'irais mettons qu'on est un petit peu funky, là, j'irais avec un cidre de glace, moi, avec le grès des champs. Le côté un peu, justement, qui est pas trop intense, mais qui viendrait un peu se marier avec les arômes du cidre de glace. Je trouve que ça ferait un bel accord. J'aimerais bien y aller avec une blanche aromatisée. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Oui. Même une bière sûre. Il y aurait une petite bière sûre aux petits fruits, là. Ça pourrait être le fun aussi. Quelque chose d'aromatisé, des fines herbes, des agrumes. Oui, ou un vin blanc bien frais aussi avec ça. Ça pourrait Oui, tout aussi agréable. Un bon blanc. Moi, j'aime bien quand même un petit peu de sucre mi-moelleux, des choses comme ça. Vraiment très bon. Franchement,
si vous avez la chance de pouvoir vous procurer... Je m'excuse, j'ai la bouche pleine, je vais finir ma bouchée. Parce que je pouvais pas m'empêcher de le manger. Au niveau de la croûte, hein, on a vraiment... Ah oui, ça, c'est une croûte qu'il aussi, faut manger. Et on peut en avoir peur de la croûte, on voit toutes ces couleurs-là, mais oui. c'est une partie importante du fromage. En tout cas, si vous avez la chance de pouvoir vous procurer du grès des champs fait avec du lait d'été, le grès des champs pas fait avec du lait d'été, très bon aussi. Très bon aussi. Mais si vous avez la chance d'être chez un fromager marchand puis de pouvoir y goûter, essayez-le, vous nous en donnerez des nouvelles. Bien, pas juste ça, c'est que c'est facile, en fait, de savoir que c'est du lait d'été. Pardon. Le grès des champs, en fait, sur leur emballage, ils vont mettre une pastille qui dit tous les fromages de la fromagerie Grès des Champs vont être indiqués le type de lait en fonction de la saison. Ah, c'est vraiment des fromagers qui travaillent super bien, hein? Ouais. Des artisans, là. Il faut le souligner parce qu'ils sont très importants, ces fromagers artisans. Si c'était pas d'eux, on n'en aurait pas de Merci de monde les du fromage. fromagers Oui, artisans. merci les fromagers artisans, on vous aime. Donc, n'hésitez pas à aller chez vos fromagers marchands pour trouver ces produits-là, mais n'hésitez pas aussi à aller dans les fromageries, chez les artisans. Ils ont souvent comme le Grès des Champs, une place pour vous accueillir, que ce soit l'étable, que ce soit la cave d'affinage. Il y a plein de choses et c'est toujours agréable d'y aller avec vos amis foodies ou avec vos enfants aussi. C'est le fun parce que c'est des sorties qui peuvent être super cool avec les enfants. Définitivement. Oui. Donc, écoutez, on est très heureux d'avoir pu démystifier le lait cru avec vous. J'espère que ça vous aura aidé à mieux apprendre, en fait, et à comprendre quels étaient les bienfaits et peut-être les désavantages du lait cru et d'être moins apeuré peut-être par ça. Oui, exact. Puis si vous avez des fromages de lait cru à nous suggérer ou si vous avez des questions, tout ça, des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Puis on vous revient là-dessus. Ben oui, merci beaucoup. Merci, bye-bye. Salut.